Voilà un millénaire que sa puissante silhouette domine la forêt de Thuringe. La Wartburg, une forteresse imprégnée de mystères et de légendes. Tel un miroir de l'histoire allemande. C'est aussi une attraction touristique majeure classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, arborant fièrement ajouts et reconstructions. Ces murs ont vu passer des souverains, une sainte, un réformateur et des étudiants révolutionnaires. La Wartburg est un lieu de mémoire qui nous plonge au cœur de grands événements historiques. Le château se trouve aussi à la croisée des arts et de la politique. C'est ici que se déroule l'intrigue de Tannhäuser. Ici encore que la réforme protestante s'est cristallisée et que de grandes pages de l'histoire ont été écrites. J'aurais du mal à citer un autre lieu qui a accueilli autant d'événements d'une telle importance, d'un point de vue culturel et politique. En somme, c'est un monument national. La Wartburg a survécu à tous les bouleversements politiques et incarne aujourd'hui une Allemagne attachée aux valeurs de liberté et de démocratie. L'homme par qui tout a commencé, le voici. Ludwig der Springer. En français, Louis le Sauteur. Un conte du XIe siècle qui parcourt avec sa suite la Thuringe actuelle. Les débuts sont déjà un peu mystiques. Le futur bâtisseur du château aurait déclaré en découvrant ce site magnifique « Wartberg », c'est-à-dire « Attends, montagne, tu porteras ma forteresse, Bourg », d'où le nom Wartburg. C'est l'origine de son histoire il y a environ 1000 ans. Louis y voit l'occasion d'asseoir l'influence de sa dynastie, les Ludovingiens. Malheureusement, ce promontoire rocheux ne lui appartient pas. L'affaire donne lieu à un procès et il doit jurer devant un tribunal ecclésiastique qu'il possède bien le terrain sur lequel a été construit le château. Il fait alors acheminer et déverser sur place des paniers pleins de terre et peut ainsi attester que le sol sur lequel se dresse la Wartburg est à lui. Un cas d'école d'appropriation foncière. Du moins si cette légende a un fond de vérité. On pense que les premières structures étaient en bois. Il devait y avoir un donjon, un corps de logis, ce genre de choses. Cet embryon de forteresse suivait la crête rocheuse et était pratiquement posé sur la pierre. Ambitieux, Louis le Sauteur veut bâtir un château fortifié imprenable au sommet de la colline, construit pour l'éternité. On s'imagine que les princes de l'époque gouvernaient depuis leur château ou leur forteresse, où ils résidaient. Mais pas du tout. Les Landgraves étaient des souverains itinérants. Ils démontraient leur puissance par leur construction. Les Ludovingiens passent de forteresse en forteresse pour gouverner, rendre la justice et percevoir l'impôt sur leurs terres, réparties aujourd'hui entre Thuringe, Hesse
et Saxe-Anhalt. Il était très important de montrer ostensiblement sa puissance. On érigeait donc des édifices grandioses, comme ce logis seigneurial, l'habitation noble. Mais il était tout aussi important de disposer d'un donjon, d'une grande tour pour se défendre, mais avant tout pour envoyer un signal, puisqu'il était visible de loin. Louis le Sauteur a l'art d'impressionner. Après lui, la Wartburg va changer de physionomie à maintes reprises, en proie aux flammes, à la foudre, aux tempêtes et à la neige, sans oublier l'usure et les dégradations. Quelles sont les parties encore visibles dans leur architecture initiale? Grit Jacobs est la responsable scientifique de la Wartburg. Les archives du château renferment des plans, dessins et gravures des siècles passés qui permettent de reconstituer son histoire. Pour l'équipe chargée de son entretien et de sa restauration, il est indispensable de comprendre comment travaillaient les bâtisseurs d'autrefois. On a ici un plan au sol de la Wartburg datant de 1895. On en déduit facilement l'emprise qu'elle occupait. Et on peut distinguer les parties construites au Moyen-Âge de celles qui datent de l'époque moderne ou du XIXe siècle. Sachant qu'une grande partie du mur d'enceinte Est, qui a été recouvert de coursives à colombage au XVe siècle, date du Moyen-Âge. Ce mur pourrait dater du XIIe siècle, tout comme le bâtiment d'entrée, la partie inférieure de la maison des chevaliers et le logement du bailli. Certaines parties délabrées ont dû être reconstruites au fil du temps, mais la disposition générale et l'âme de la forteresse ont été conservées. Les landgraves agrandissent leur résidence peu à peu. Le palais, c'est-à-dire le corps de logis sur plusieurs niveaux, possède des dimensions impressionnantes pour son époque et est bâti dans un temps relativement bref. Il fait grand effet sur le peuple de Thuringe comme sur la noblesse du Saint-Empire romain germanique. C'est l'un des édifices de ce type les mieux conservés au nord des Alpes. À l'époque où le landgrave Louis II entreprend de faire bâtir ce palais en pierre, soit à partir de 1158, c'est une construction hors norme. Il a vraiment marqué son temps. Ce Louis II, qui n'est autre que le petit-fils de Louis le Sauteur, renforce la place des Ludovingiens dans la haute noblesse européenne en épousant une Hohenstaufen. Pour Annette Felsberg, responsable de l'entretien et de la conservation du château, la préservation de cet héritage médiéval est un travail de Sisyphe. Ce que je trouve particulièrement remarquable, c'est la hauteur de ces murailles inaccessibles. Au Moyen-Âge, c'était une gageure de construire ces murs, de faire venir les matériaux jusqu'ici. Le palais a été édifié en seulement 12 ans, alors que de nos jours, les travaux de rénovation de la façade et du toit s'étalent sur des années, voire des décennies. Le fait qu'on ait pu conserver la structure et l'apparence générale de ce logis donne une idée de la qualité de l'ouvrage. C'est impressionnant et il faut le préserver pour les générations à venir. Les travaux ne doivent cependant pas gêner la visite des touristes, source de recettes non négligeables pour le château.
Cette mission nous occupe 365 jours par an, puisque la Wartburg est ouverte au public tous les jours. C'est une construction médiévale exposée au vent et aux intempéries, ce qui pose déjà des difficultés spécifiques. Au-delà de ça, toute intervention ici est un défi en matière de logistique et d'ingénierie. Le château doit faire appel à des spécialistes. Remplacer un pont-levis lourd de plusieurs tonnes en respectant son plan d'origine ne s'improvise pas. Cette opération de précision, filmée en 2013, a nécessité une grue et de nombreux autres équipements. Fuites, fissures, tableaux à restaurer ou encore carrelage à changer dans le bain des chevaliers, l'équipe de la Wartburg est toujours sur la brèche. L'édifice ressemble à ces grandes cathédrales dont la structure requiert des soins constants. Ça fait plus de 800 ans que le château subit les intempéries. Dans le cas des parties les plus anciennes, cela occasionne bien sûr d'importants dégâts. Les façades les plus exposées sont aussi les plus abîmées. Et comme la forteresse est isolée et en altitude, aucun côté n'est épargné. On perd ainsi la surface historique de la maçonnerie. Pour empêcher cette dégradation, il est essentiel de prévoir des mesures de protection. Ist es also wichtig, entsprechende Sicherungsmaßnahmen durchzuführen. Rénovation du toit, assainissement de la façade, stabilisation par des ancres murales. La liste n'est pas exhaustive. Sous les landgraves de Thuringe au XIIe siècle, la Wartburg connaît un premier essor. Le fondateur de la dynastie des Ludovingiens, le père de Louis le Sauteur, porte le nom de Louis le Barbu. Dès le départ, on a affaire à une famille qui aime se montrer, à des princes qui veulent se distinguer par leur demeure. Les nobles d'Europe savent qu'une position en altitude peut s'avérer stratégique d'un point de vue militaire. Mais ils veulent aussi adresser un message à la société. En l'occurrence, ils créent un édifice d'un raffinement unique au nord des Alpes, un corps de logis qui n'a rien à envier à l'architecture de l'Antiquité romaine. Des sculptures de pierre d'une grande finesse rappellent cet âge d'or. Évoquant un bestiaire fantastique, elles empruntent à la symbolique profane comme religieuse. Les Ludovingiens commencent leur ascension avec Louis le Sauteur et ses enfants. Ils mettent au point une habile stratégie matrimoniale et acquièrent des terres par défrichement ou par appropriation, comme en témoigne la légende de la fondation de la Wartburg. Ce document royal datant de 1131 atteste de l'accession de Louis Ier au rang de landgrave de Thuringe. Ils tiennent leur titre directement du souverain. Ils administrent donc la Thuringe et y rendent la justice. Les premières années, leur pouvoir est encore limité. La montée en puissance a eu lieu avec les générations suivantes. Les landgraves sont aussi garants de la paix en Thuringe. Hermann Ier, fils de Louis II, est en outre amateur de musique et de littérature. Hermann Ier favorise la diffusion du Minnesang, c'est-à-dire de la poésie courtoise chantée et de la culture de cour qui l'accompagne.
Il côtoie les grands poètes de son temps, comme Walter von der Vogelweide ou Wolfram von Eschenbach, dont les noms sont restés associés au landgrave de Thuringe. Leurs œuvres évoquent d'ailleurs la vie à la cour. Dans la salle des chanteurs, une fresque représente un légendaire tournoi de ménestrels. L'événement, organisé par Hermann Ier, aurait duré plusieurs jours. Vers 1200, la Wartburg est un haut lieu de la culture, au même niveau que Vienne. Ce concours vise à désigner le meilleur chanteur et poète du royaume. En réalité, il n'a sans doute jamais eu lieu. Mais Hermann a bien été l'un des plus grands mécènes de son temps. Cet essor n'a été possible que parce qu'un riche bienfaiteur s'intéressait aux arts. C'était le cas de Hermann. Mais ça n'a pas perduré après sa mort. Le mythique tournoi des chanteurs de la Wartburg continue d'inspirer poètes, écrivains et penseurs pendant des siècles. Ainsi qu'un compositeur. Au XIXe siècle, c'est Richard Wagner qui reprend cet épisode. Richard Wagner avait lu le conte de Thea Hoffmann, La guerre des maîtres chanteurs. Il connaissait aussi cette légende grâce aux récits populaires collectés par Ludwig Bechstein, et il l'a trouvée passionnante. Mais l'inspiration lui est vraiment venue un jour en passant près de la Wartburg, alors qu'il faisait la route de Paris à Dresde par mauvais temps. La découverte du château a coïncidé avec la seule éclaircie de la journée, et il raconte qu'il a tout de suite vu devant lui le troisième acte de son opéra Tannhäuser. Wagner mêle l'histoire à la légende et introduit des éléments de son invention pour composer une épopée musicale captivante. Chaque année, Tannhäuser est donné dans la grande salle de réception du château. L'opéra aborde la dichotomie entre amour sacré et profane, et la rédemption par la grâce de Dieu. Un thème qui traversera toute l'œuvre tardive de Wagner. La faute et le pardon y sont également présents. L'œuvre est présentée pour la première fois à Dresde le 19 octobre 1845. Au cœur de l'intrigue, il y a l'amour malheureux entre Elisabeth, la fille du landgrave, et Tannhäuser, un ménestrel. Les représentations ont lieu dans le cadre d'origine de l'histoire, dans ce lieu magique. L'atmosphère est unique grâce à cette proximité. Et le personnage principal, c'est la salle. On en profite pleinement. Et quand on chante « Ô salle aimée, je te salue », c'est un plaisir tout particulier. Elisabeth retrouve Tannhäuser, qui participe au tournoi des chanteurs dans l'espoir de reconquérir son cœur. Il s'agit avant tout de flatter le souverain. Quelle prestation sera le mieux faire honneur au prince? Et le thème du concours est la nature du sentiment amoureux.
Wagner retravaille l'épisode du tournoi pour le placer au cœur de l'acte 2. Il remplace Heinrich von Ofterdingen, le protagoniste de la légende, par Tannhäuser. Wagner ajoute un enjeu dramatique. Exalté, son protagoniste finit par mettre sa vie en danger. Tannhäuser est ostracisé parce qu'il a séjourné dans l'antre de Vénus, le lieu de l'amour charnel dont il chante les louanges. C'est là qu'il a appris à courtiser les femmes. Tout se gâte quand on lui demande s'il s'est rendu auprès de Vénus. Comme il est honnête, il répond par l'affirmative et les autres le condamnent. Le ménestrel va implorer le pardon du pape, sans succès. Élisabeth se sacrifie pour lui. Et Tannhäuser meurt lui aussi, désespéré. Mais son âme est sauvée in extremis par un miracle divin. Cet endroit a quelque chose d'émouvant, mais aussi de grandiose et presque d'effrayant, quand on pense à la charge historique de ces murs. Un temps fort pour les wagnériens comme pour les simples mélomanes. La Wartburg est plus qu'un musée vivant et accueille de nos jours de grands événements culturels. Des artistes internationaux viennent s'y produire. Des œuvres de toute époque y prennent vie. Ce rayonnement qui s'étend bien au-delà de la forêt de Thuringe est un héritage de l'époque médiévale. Au début du XIIIe siècle, la cour princière est confrontée à de nouveaux défis, politiques et sociaux. C'était une époque de grands bouleversements. D'un côté, des villes et des villages voient le jour et prennent de l'importance. La noblesse affirme son statut social. De l'autre, c'est une période d'incertitude, de guerre privée, de crise et de remise en question. Un mouvement en faveur de la pauvreté volontaire voit aussi le jour. L'une de ses figures phares est François d'Assise, un religieux qui a renoncé à toutes ses possessions. L'opulence de la noblesse et du clergé soulève à l'époque des interrogations. La pratique religieuse faisait partie du quotidien dans toutes les couches de la société et les messes jouaient un rôle important. Ça allait de soi et les landgraves de Thuringe y étaient eux aussi très attachés. Mais quelques individus ruent dans les brancards, précisément à la Wartburg. C'est le cas de la future sainte Élisabeth de Thuringe. Élisabeth de Thuringe est un personnage fascinant. D'abord parce qu'elle a fait des choix de vie radicaux, ensuite parce qu'on sait énormément de choses à son sujet, ce qui est rarissime pour une femme du XIIIe siècle.
Tout a été consigné grâce à ses servantes. Elles ont témoigné de leurs années aux côtés d'Élisabeth de Thuringe en vue de sa canonisation. Princesse hongroise, Élisabeth est fiancée très tôt à Louis IV de Thuringe, l'un des fils de Hermann Ier. Elle n'a que 4 ans quand elle arrive à la cour de la Wartburg, 14 quand elle épouse son promis. Cette union politique doit profiter aux deux familles. Toute petite déjà, Élisabeth avait un caractère bien trempé. On pourrait presque dire que c'était une tête de mule. Elle était d'un naturel agréable, mais se montrait sûre d'elle et était animée par une profonde dévotion. C'est ce qui l'a conduite à prendre ses distances avec le monde de la noblesse et à critiquer le faste de la cour. La jeune femme s'émeut de la misère des gens simples. Elle vit à une époque où la société est soudain parcourue de tensions. C'est notamment dû à l'influence des universités qui atteint certaines cours. Dans ce contexte, Élisabeth grandit assez classiquement dans un milieu érudit. À 19 ans, elle rencontre son directeur spirituel. Conrad de Marbourg est un grand réformateur, prêcheur de croisade et inquisiteur du XIIIe siècle. C'est le pape en personne qui lui demande d'appeler à la croisade. En sillonnant la Thuringe, il fait la connaissance des Ludovingiens et de la famille des Landgraves. Puis, en 1226, Louis IV fait de lui son confesseur et celui de son épouse, Élisabeth. Elle voulait vivre dans la pauvreté pour suivre les traces du Christ. Ça a choqué à la cour, mais elle avait la chance d'avoir un époux aimant et compréhensif, qui lui a permis tant bien que mal de vivre comme elle l'entendait. Louis IV rejoint la croisade lancée par l'empereur Frédéric II en Terre Sainte. Son épouse, quant à elle, file de la laine pour les franciscains, les religieux qui suivent l'exemple de François d'Assise. Un acte de rébellion. Elle demandait d'où venaient les mets qui étaient servis à la table du landgrave et s'ils avaient été acquis légitimement, sans quoi elle refusait de manger. Ça passait évidemment très mal, et dans la mesure du possible, elle s'habillait comme les plus modestes, ce qui était tout aussi inhabituel pour une femme de son rang. Élisabeth distribue aumônes et nourriture aux pauvres. Autre fait marquant, elle avait installé un hôpital en contrebas de la Wartburg pour accueillir les malades. Elle donnait elle-même de sa personne et soignait les plus démunis. Ses servantes rapportent qu'elle emmenait parfois les patients gravement atteints devant les portes du château, au pied de la résidence du landgrave, pour pouvoir les soigner plus vite. Elle a aussi fait ouvrir les greniers à grains,
C'est-à-dire qu'elle a potentiellement mis en péril la subsistance de la famille du Landgrave pour aider très concrètement les plus pauvres et les malades. On voit bien avec quelle radicalité elle était déterminée à réaliser son idéal religieux de pauvreté. À la fin, cette femme avait renoncé à toutes ses possessions terrestres pour vivre dans le dénuement le plus complet. Cette façon radicale de vivre l'amour du prochain heurte certains esprits. Elle détonnait, ce qui lui valait une grande sympathie de la part du peuple. Et dans le même temps, elle était de plus en plus détestée et critiquée au sein de la famille du Landgrave, mais aussi du côté des employés de la cour et de tous ceux qui se préoccupaient avant tout de richesse et de statut. Au début du XXIe siècle, des fouilles ont lieu sur la colline du château. Archäologen haben in Eisenach das Hospital der Heiligen Elisabeth ausgegraben. Von dem Gebäude unterhalb der Wartburg sind Fundamente auf einem Grundriss von 7 mal 10 Metern erhalten. Es soll sich dabei um einen Fachwerkbau für 27 Patienten gehandelt haben. Die Heilige Elisabeth war für ihre Armenfürsorge bekannt. Nach ihrem Umzug von der Wartburg nach Marburg 1227 wurde das Hospital aufgegeben. Élisabeth s'éteint à 24 ans. Sa vie d'ascèse et de labeur a eu raison de sa santé. Elle est canonisée en 1235, 4 ans seulement après sa mort. Et cette reconnaissance entraîne les comportements habituels vis-à-vis d'une sainte. Au-delà de la personne, c'est son corps qui devient saint, c'est-à-dire qu'on vénère ses reliques. Pour que l'Église prononce une canonisation, l'intéressé doit avoir accompli des miracles. On raconte qu'un jour, Élisabeth se rendait à Eisenach pour apporter du pain aux plus pauvres. Elle croisa en chemin son mari Louis, qui lui demanda ce qu'elle transportait sous son manteau. Prise de court, elle répondit « des roses ». Louis ouvrit son manteau et le miracle s'était produit. Le pain s'était changé en rose. Ce miracle des roses n'est pas le seul que rapportent les hagiographies. La symbolique attachée à Sainte Élisabeth nous apprend que le bien commun doit passer avant les intérêts individuels et que chacun doit se demander si ses actes et son comportement renforcent ce bien commun ou vont à son encontre. Élisabeth aurait par ailleurs apporté dans sa dot les pigeons pans au plumage immaculé qui nichent encore aujourd'hui à la Wartburg. La lignée des Ludovingiens est déjà sur le déclin à la mort de la jeune femme. Le frère du défunt Louis IV, Henri Raspe, meurt sans descendance. Une guerre de succession s'engage. Et en 1264, c'est à la dynastie des Wettin que revient la Thuringe. Les siècles qui suivent vont être mouvementés. Le tournant du XVIe siècle est une époque extrêmement dynamique, avec la découverte de l'Amérique, la création d'universités, l'humanisme de la Renaissance, l'épanouissement des arts et de l'éducation. L'Église catholique se présente comme une institution promettant le salut, au sein de laquelle il faut accomplir de bonnes actions. Les pèlerinages ou l'ostension des reliques, entre autres, vont de pair avec la vie religieuse de l'époque. Mais des critiques planent envers l'Église. Et parmi ceux qui donnent de la voix, il y a cet homme. Martin Luther a marqué le XVIe siècle par sa percée réformatrice. Selon lui, ce n'est pas par ses œuvres que l'homme accède à Dieu, mais seulement grâce à sa foi en Jésus-Christ et par la grâce de Dieu.
C'est ce qui le conduit à critiquer le commerce des indulgences et à remettre en question les pratiques de l'Église. Au départ, il ne veut pas la réforme. Il veut une réforme pour ramener l'institution à ses racines. Mais l'Église fait la sourde oreille face aux 95 thèses, les propositions de Luther contre la vente des indulgences. Luther était une star de son temps. Ses écrits commencent à circuler en 1517 et on édite ses œuvres complètes dès 1518-1519. Son attitude critique enthousiasme et frappe les esprits. Dès 1517, Luther est connu dans toute l'Europe, ce qui force le pape à réagir. En 1520, une bulle pontificale le condamne et l'enjoint de retirer plusieurs phrases erronées de ses écrits, sans quoi ils seront tous interdits. C'est devant la Diète de Worms, c'est-à-dire l'Assemblée des États du Saint-Empire romain germanique, que va se jouer un tournant dans l'histoire de l'Occident. Luther est convoqué à Worms en 1521. Il doit renier un certain nombre de passages incriminés. Mais même en présence de Charles Quint, l'ecclésiastique refuse de se rétracter. Ça lui vaut d'être condamné pour hérésie par l'Église. Puis toujours en 1521, d'être placé au banc de l'Empire. Désormais, Luther est hors la loi. Un édit le déclare hérétique et met sa vie en danger. Une habile mise en scène va le sauver. Cette gravure date de 1590 environ. C'est une représentation de l'enlèvement de Martin Luther alors qu'il rentre de Worms à Wittenberg. Il est kidnappé non loin de la Wartburg et emmené jusqu'au château. C'est la scène montrée au premier plan. À l'arrière, on a des hommes à cheval qui vont l'escorter jusqu'au château. Mais au-delà de l'épisode historique qu'elle relate, c'est une gravure très intéressante. Parce qu'en haut à gauche, on peut voir l'inscription « Maison Wartburg » et la première représentation du château connue à ce jour. On le reconnaît très bien avec le logis du bailli. Le logis seigneurial, le donjon et la tour sud. C'est une petite vignette, mais qui donne aux historiens beaucoup d'informations sur l'apparence de l'édifice à l'époque. Mais revenons à l'épisode représenté par cette gravure. La priorité est de faire disparaître Martin Luther en faisant croire à un véritable enlèvement. Il ne faut pas qu'on sache précisément qui l'a capturé ni où il a été emmené. Et ça marche. À l'exception de Luther lui-même, le seul à être dans la confidence est sans doute son ami Nikolaus von Amsdorf, qui voyage avec lui. Les autres passagers ne sont pas au courant. L'ecclésiastique s'évanouit sans laisser de traces. Ça lui permet de s'extraire d'une situation très délicate. Il était au centre de l'attention, attaqué de toutes parts, et du jour au lendemain, le voilà tranquille. Cette exfiltration risquée a été orchestrée par son ami Frédéric III le Sage, électeur de Saxe et landgrave de Thuringe. Un secret qui ne sera révélé que plus tard. Le réformateur se cache et vit à la Wartburg sous l'identité de Junker Jörg, le chevalier Georges.
À son arrivée ici, c'est un homme banni, loin de ses livres et de son environnement familier de Wittenberg. Il se retrouve au château avec un entourage réduit et souffre de gros problèmes de santé, notamment de digestion. Il s'en plaint continuellement dans sa correspondance, c'est comme ça qu'on le sait, et montre presque des signes de dépression. Mais vient ensuite une phase de rédaction intensive. Le plus important à ses yeux est de parvenir à convaincre par la parole, comme il l'a toujours fait. Cela dit, il veut aussi que la réforme progresse à Wittenberg, qu'on passe aux actes. En décembre 1521, Luther retourne incognito dans sa ville de Wittenberg pour évaluer la situation. Il rentre à la Wartburg, investi d'une mission importante. Ses amis, en particulier Philippe Melanchthon et Nikolaus von Amsdorf, lui ont conseillé de s'atteler à la traduction en allemand du Nouveau Testament. Il est hébergé dans le logis du bailli et se met au travail. Il faut savoir qu'il y avait déjà eu plusieurs traductions de la Bible en allemand avant Luther, mais elles visaient surtout à rendre le texte latin plus accessible aux laïcs et aux ecclésiastiques, c'est-à-dire qu'elles étaient par exemple calquées sur la syntaxe latine. Autant dire qu'elles étaient par endroits incompréhensibles. Pour être compris par le plus grand nombre, Luther s'efforce d'éviter les formes dialectales et d'écrire dans une langue pure et claire. Son travail marque une étape importante dans l'évolution de l'allemand vers une langue écrite moderne, standardisée. Martin Luther déploie des mots et une forme de discours d'une puissance incroyable, comme nul autre avant lui, ni sans doute après. On peut dire qu'il a façonné le texte biblique, qu'il l'a traduit et interprété pour lui donner une forme très accessible et compréhensible. Il parvient à transmettre aux paysans, aussi bien qu'à la haute noblesse, un texte jusqu'alors peu intelligible. Les formules imagées qu'il invente sont encore limpides de nos jours. L'expression « un seul cœur et une seule âme », par exemple, n'est pas une trouvaille poétique. Pour Luther, c'est un moyen de faire passer un message théologique. Il crée des mots et en transforme d'autres. Par exemple, l'adjectif allemand « fromm », qui veut dire « pieux », prend sa signification moderne chez Luther. Ces traductions sont aussi très métaphoriques. On y trouve l'équivalent de « être au septième ciel » ou de « par monts et par vaux ». Quand on recense l'origine des expressions imagées de l'allemand, Luther est l'auteur le mieux représenté. Il aime aussi beaucoup exprimer des idées complexes par des mots composés, comme Feuereifer, l'ardeur, ou Gastfrei, hospitalier. Ce sont des inventions de Luther dont on ne pourrait pas se passer en allemand contemporain. Le joli verbe trödeln, musarder, nous vient également de lui. Un jour, dit-on, le réformateur chasse le diable en lui jetant son encrier. Une marque sur le mur de sa chambre matérialise la tâche qui serait apparue à cette occasion. Martin Luther ne se contente pas de traduire le Nouveau Testament tout seul à la Wartburg. Il retravaille ensuite le texte avec ses amis Philippe Melanchthon et Nikolaus von Amsdorf, ainsi que d'autres érudits. Et en septembre 1522, cette première traduction en allemand paraît. C'est ce qu'on appelle le Testament de septembre. Ce Nouveau Testament n'est pas publié sous le nom de Luther. La traduction est anonyme. On sait qui l'a signé, mais ce n'est pas indiqué sur l'ouvrage. Luther se lance ensuite dans la traduction de l'Ancien Testament. Ce volume conservé à la Wartburg est d'une valeur inestimable. Voici une édition de la Bible de Luther datant de 1541. Elle contient l'intégralité du texte, le fruit du travail entrepris par Martin Luther à la Wartburg à partir de 1521.
C'est un notable de Halle qui avait acquis cette Bible. Et on sait qu'il l'a étudiée assidûment. Par ailleurs, il a pris une initiative importante. Il s'est rendu à Wittenberg et a demandé à tous les grands réformateurs de son temps d'inscrire leur nom dans son exemplaire. Martin Luther a donc laissé son nom dans ce volume en 1542. En dessous, on a ceux de Philippe Mélenchon et d'autres réformateurs. C'est un petit morceau d'histoire très vivant. La traduction de Luther connaît un retentissement considérable et fait trembler jusqu'au Vatican. Il a changé le cours de l'histoire en inscrivant sa pensée réformatrice dans sa traduction même. Il privilégie le sens du texte à une version littérale. Il écrit par exemple que l'homme est déclaré juste par la foi seule. Or, cet adjectif ne figure pas dans les épîtres de saint Paul. Cette pensée réformatrice va à son tour conduire à la division de l'Église et à des affrontements. C'est la naissance du protestantisme. Une page de l'histoire qui s'écrit au château de la Wartburg. Ce lieu est authentiquement luthérien, ce qui lui confère une certaine aura. Pour les protestants, c'est un endroit émouvant. On le voit pendant les visites guidées. Certaines personnes éprouvent le besoin de se recueillir. Pas comme on vénère un saint. D'ailleurs, ce ne serait pas du tout dans l'esprit de Martin Luther, si l'on en croit ses agissements et ses écrits. Mais sa vitalité est encore palpable ici. Luther vient enrichir l'histoire de la Wartburg d'une dimension supplémentaire. Toutefois, l'intolérance religieuse n'est pas l'apanage des catholiques. La tour sud du château renferme une geôle de 10 mètres de profondeur, presque sans lumière, à laquelle on accède par une sinistre ouverture dans le sol. En 1540, un homme s'y retrouve incarcéré. Fritz Erbe a été détenu pendant plusieurs années dans ce cachot. Il a passé 15 ans en captivité, dont 8 à la Wartburg. Le prisonnier est un paysan d'un village voisin, partisan de l'anabaptisme, un courant issu de la réforme radicale. Les anabaptistes refusent le baptême des enfants, ce qui les met en porte-à-faux vis-à-vis de l'Église. Ils se montrent en outre de plus en plus critiques envers les pouvoirs publics. Ils rejettent les autorités séculières qui, à leurs yeux, ne sont pas chrétiennes, ne sont pas issues de la Bible. La question qui revient souvent, c'est est-ce qu'il a fini par changer d'opinion? Il est resté enfermé plus de 10 ans. On a peine à croire que ses convictions n'en aient pas été ébranlées, sachant qu'il lui suffisait de dire « oui, je renie mes idées » pour passer la nuit suivante au chaud dans son lit. Mais c'était un homme déterminé. Et il a purgé sa longue peine ici, hélas, jusqu'à sa mort en 1548. Il est inhumé non loin du château. En 2010, la Fédération luthérienne mondiale présente des excuses officielles pour la persécution des anabaptistes. La Wartburg est le lieu où l'on traduit les Saintes Écritures. Mais c'est aussi un endroit où l'on persécute ceux qui vivent le message chrétien jusqu'au bout, d'une façon plus radicale que les autres. Ces deux dimensions y sont présentes. Altérée par le passage des ans, la résidence princière perd graduellement de sa superbe. Désormais, le pouvoir s'exerce dans les grands centres urbains et non plus dans les châteaux.
On connaissait l'Antiquité et l'époque moderne, mais les 1000 ans qui les séparaient étaient une période méconnue, enchantée. Et largement fantasmée. À quoi pouvait ressembler le Moyen-Âge? Comment nous en faire une idée? Nous immerger dans cette période? C'est le romantisme qui redécouvre la Wartburg. Dans un contexte de retour à la culture médiévale, le château incarne soudain une Allemagne idéalisée et une source d'inspiration nationale. Un homme de lettres, et pas des moindres, s'enthousiasme. Goethe occupait un poste de ministre à Weimar. En 1777, il séjourne pour la première fois à la Wartburg et il est impressionné par le paysage. Il écrit à Charlotte von Stein « Si seulement je pouvais t'envoyer la vue qui s'offre à moi par la fenêtre ». Il marche beaucoup et réalise de nombreux dessins. La forteresse attire aussi l'attention des frères Grimm, qui répertorient au XIXe siècle les contes de la tradition orale. Ils ont mis par écrit les légendes allemandes et popularisé les très nombreux récits qui évoquent la Wartburg. Grâce à ses ambassadeurs littéraires, le château se trouve de nouveau dans la lumière et symbolise bientôt les espoirs d'une jeune génération avide de changement. C'est un lieu emblématique pour l'histoire de la démocratie. La fête de la Wartburg constitue l'embryon d'une expression d'opinion politique, la première manifestation d'un mouvement démocratique. C'est ici que retentit l'appel à l'unification de l'Allemagne, mais aussi à l'adoption d'une constitution. La confrérie Urburschenschaft voit le jour à Jena en 1815. Les étudiants des différentes régions d'Allemagne forment alors des associations en fonction de leur origine géographique. Et l'objectif est de dépasser ce fractionnement pour que les étudiants soient avant tout allemands. Ils sont contre la multiplication des petits États, pour l'égalité devant la loi, pour le droit de vote universel, etc. Tout ça va à l'encontre du régime princier. La noblesse au pouvoir y voit une critique de l'ordre établi. À l'occasion du 4e anniversaire de la bataille des nations à Leipzig, qui coïncide avec les 300 ans de la Réforme, les étudiants des universités protestantes se rassemblent. C'est dans cette salle que s'est déroulée la fête de la Wartburg, organisée par les confréries étudiantes le 18 octobre 1817. Les participants réclament des réformes politiques, la liberté d'expression et l'unité nationale. Le drapeau au-dessus de la cheminée est là pour rappeler cette fête. Noir, rouge et or, il annonce les futures couleurs de la République fédérale d'Allemagne. On dispose de nombreux récits et sources concernant la fête de la Wartburg. On sait donc que les étudiants des confréries sont partis à pied d'Eisenach pour monter en cortège solennel à la Wartburg. Ils portaient l'épée et le drapeau qui servaient d'emblème à l'Urburschenschaft d'Iéna. Et Johann Heinrich Rose a immortalisé cette procession. Ils étaient environ 500, mais on a l'impression d'une foule beaucoup plus abondante. Et on les voit arriver pour célébrer la fête de la Wartburg dans la grande salle. Ils se sont félicités d'être aussi nombreux à se rassembler. Il y a eu un banquet au pied de la colline, en ville, puis quelques chants et une montée au flambeau. Cet épisode ancre l'idée d'une nation allemande, mais sème aussi les ferments du nationalisme.
Les participants organisent ainsi un autodafé de livres jugés indésirables sur une colline face à la Wartburg. Les confréries étudiantes de l'époque affichent des opinions politiques aussi libérales que chauvines. Au début du XIXe siècle, la jeunesse universitaire voit qu'il se passe beaucoup de choses en Europe et que l'espace germanique est un peu à la traîne. Il y a donc un espoir. Et cette conscience nationale repose sur un sentiment d'unité, sans volonté d'exclure les autres. La fête de la Wartburg ouvre la voie à la Révolution de 1848, qui a pour objectif un État-nation allemand, la liberté, la démocratie et l'État de droit. On trouve en germe dans ces confréries étudiantes bien des composantes de ce qui deviendra la pensée bourgeoise révolutionnaire. Forte de son aura historique, la Wartburg inspire un renouveau de la pensée et des idéaux politiques. La Wartburg avait son châtelain et publié un guide, dont la 4e édition date de 1828. Le château était donc bien implanté et accueillait des visiteurs. Mais il y avait du retard sur les travaux de rénovation. De fait, l'édifice menace de tomber en ruine. Le nouveau maître des lieux est le grand-duc Charles-Alexandre de Saxe-Weimar-Eisenach. On estime généralement que la remise à neuf de la Wartburg commence en 1838. Cette année-là, la mère de Charles-Alexandre, Maria Pavlovna de Russie, déclare à son fils « Tu devrais songer à restaurer le château ». Charles-Alexandre veut raviver la gloire de ses ancêtres. Alors qu'il n'était que grand-duc héritier, il écrivait déjà « Je veux faire de la Wartburg un musée digne de ma lignée, de mon pays et de toute l'Allemagne ». Il y avait donc une double dimension dynastique et nationale. Pour Charles-Alexandre et de nombreuses personnes, ce château le méritait en raison de son histoire. Charles-Alexandre entreprend ses travaux pour lui et pour sa famille, mais aussi pour l'Allemagne, et c'est sa particularité. Il a hérité ce château et il doit s'en occuper, mais c'est aussi un patrimoine qui appartient à tous. Ce sens de la collectivité paraît très moderne. C'est en tout cas quelque chose qui rend ce Charles-Alexandre plutôt sympathique. La tâche est titanesque. Les travaux de rénovation vont durer plusieurs décennies. Voici la plus ancienne photographie du château. Elle a été prise à la demande du grand-duc Charles-Alexandre, qui voulait des vues de l'intérieur de l'enceinte et de quoi documenter l'avancement des travaux. C'est dans ce cadre que ces premières photos ont été réalisées. Elles sont curieuses au premier abord. Il s'agit bien de tirages photographiques sur papier. Mais comme elles étaient un peu pâles, quelqu'un a rehaussé au pinceau les contours des éléments représentés à l'aquarelle ou en brun. C'est ce qui rend ces photos très anciennes vraiment uniques. Faute d'entretien, certains bâtiments doivent être rénovés de fond en comble. Et ce qui ne peut plus être restauré est remplacé. Désormais, la Wartburg doit rayonner, devenir le château allemand idéal.
Sa partie centrale est repensée, avec de nouveaux appartements, une entrée monumentale et un nouveau donjon. Vous voyez derrière moi les bâtiments ajoutés lors de la rénovation de la Wartburg sous Charles-Alexandre de Saxe-Weimar-Eisenach. La tâche a été confiée à l'architecte Hugo von Rittgen, qui s'était porté candidat à ce poste. Il a ébauché et surtout fait construire les bâtiments qui constituent le château néo-roman. Le travail de Hugo von Rittgen s'inscrit dans le courant artistique de l'historicisme, qui s'inspire des styles du passé. Le château idéal qu'il a imaginé est une réussite. La Wartburg est à la fois l'un des monuments les mieux conservés de la fin de l'époque romane et un bel exemple d'architecture historiciste. Pour Hugo von Rittgen, c'est le projet d'une vie. Les travaux ne s'achèvent qu'en 1890, quelques mois après sa mort. C'était un bon architecte. Et contrairement à beaucoup de ses confrères de l'époque, c'était aussi un universitaire. Il a été professeur dans le supérieur et a enseigné l'architecture à Gießen. Le chantier progresse peu à peu, dans un constant souci du détail. Les appartements privés du grand-duc sont installés dans le nouveau corps de logis. L'aménagement intérieur renvoie à un Moyen-Âge idéalisé. Les appartements d'Élisabeth de Thuringe sont réaménagés à plusieurs reprises et seront finalement décorés de mosaïques au début du XXe siècle. Hugo von Rittgen contribue à faire de la Wartburg une œuvre d'art totale. Il le disait, j'étudie les constructions du mieux que je peux. Je fais des recherches dans toutes les sources et chroniques possibles en quête de description. Et je connais beaucoup d'édifices comparables. C'est ce qui me permet de conserver l'existant et de rétablir les parties qui tombent en ruine dans leur forme d'origine. Et de fait, la réhabilitation de la Wartburg a été très innovante. Les travaux engloutissent une fortune et doivent être interrompus à plusieurs reprises faute de budget. Mais le projet de Hugo von Rittgen s'inscrit dans la durée. On le sait aujourd'hui, il a résisté à l'épreuve du temps. Au XIXe siècle, le donjon emblématique est reconstruit pour la 3e fois. C'est une époque où l'on multiplie les restaurations, surtout d'édifices médiévaux. C'est presque une mode. Le résultat enthousiasme le roi Louis II de Bavière qui écrit « C'est avec jubilation et allégresse que je découvre le château. Dans ses intérieurs majestueux, témoins de si grandes choses, on est transporté à l'époque glorieuse des chevaliers, celle du tournoi des chanteurs, de la vie de Sainte Élisabeth, des péchés et des souffrances de Tannhäuser. » Louis II et Charles-Alexandre étaient parents et ont échangé une abondante correspondance dans laquelle Charles-Alexandre racontait la progression de la rénovation. En 1867, une fois les travaux achevés et notamment le donjon, Louis II a fait le déplacement pour tout inspecter dans le détail. Car on le sait peu, mais à l'origine, il voulait faire construire une réplique de la Wartburg en face du château de Hohenschwangau. Le projet prendra une autre tournure, mais le fantasque roi de Bavière s'inspire du château d'Eisenach. Malheureusement, le sol sur lequel est construit Neuschwanstein n'était pas adapté pour accueillir une nouvelle Wartburg. Il était incurvé. En définitive,
Louis II se fait construire un vrai château de conte de fées qui puise son inspiration dans différents styles du passé. Si Neuschwanstein est le palais de tous les superlatifs, la Wartburg est conçue pour l'exercice du pouvoir. Louis II a tout de même fait copier la grande salle de la Wartburg. Il a aussi repris l'idée du donjon. Il tenait à lui emprunter quelque chose. D'ailleurs, Neuschwanstein est venu remplacer le vieux château fort de Hohenschwangau. Il y avait donc bien cette idée d'une structure fortifiée. Quel que soit leur style, les châteaux concentrent toutes sortes de fantasmes passéistes. Mais Neuschwanstein est une construction nouvelle, du XIXe siècle. La Wartburg, elle, a 800 ans de plus. Ses murs ont réellement vu passer des chevaliers, peut-être des héros. Et elle a évolué au fil des siècles. Ainsi, le confort moderne y a fait peu à peu son entrée. Chauffage, électricité et eau courante. Le tout sans dénaturer son allure de forteresse médiévale. Stephen Lieder est depuis 2008 responsable de l'alimentation en eau du château. Lors de la reconstruction du grand donjon, la décision a été prise de faire enfin venir l'eau courante à la Wartburg. Auparavant, l'eau était acheminée dans des tonneaux à dos d'âne. Après plusieurs tests, le choix s'est porté sur la pose de conduite. Le problème, c'est que le château se trouve à 400 mètres d'altitude environ et que l'eau doit monter jusque-là. Le réseau de canalisation s'étend sur à peu près 28 km. L'eau provient de 3 sources différentes des environs. La plus élevée à faire partie de ce réseau est située à 601 mètres d'altitude. Et la différence de niveau avec le château suffit à faire arriver l'eau, sans pompe, jusqu'au donjon. Un système durable, respectueux de l'environnement et économique. Mais en cas de rupture de canalisation, seul un expert chevronné est capable de localiser la fuite. Stephen Lieder ne manque pas de travail, avec tous ces kilomètres de canalisation sous sa supervision. Là-bas, à l'horizon, on devine la tour Alexandre, une tour d'observation métallique qui se trouve pile au centre. Elle est à mi-distance. On voit de ce côté les collines où passe le sentier du Rennsteig. Et à gauche, dans la direction du mont Inselsberg, c'est là que se trouvent nos sources. On y prélève de l'eau brute qui est ensuite traitée par nos soins et acheminée jusqu'à la citerne du donjon. Le réservoir est logé dans la tour. C'est une citerne de 30 mètres cubes, c'est-à-dire de 30 000 litres. Ça correspond en gros à une journée de consommation du château. L'installation elle-même est une prouesse technique, puisque ce sont des murs du XIXe siècle qui doivent supporter ce poids. Ça fait près de 130 ans que l'eau arrive par ici. Elle est potable, de très bonne qualité. Il est loin, le temps où l'eau des puits pouvait mettre des vies en danger. À l'aube du XXe siècle, Eisenach se développe pour devenir une ville de congrès. Elle attire bientôt des visiteurs du monde entier grâce à ses hôtels, son casino, ses bains, ses parcs et ses sanatoriums.
En montant au château depuis Eisenach, on traverse un quartier qui concentre un nombre impressionnant de villas Art Nouveau. C'était très chic de posséder au pied de la Wartburg soit une maison d'habitation, soit un pied-à-terre pour le week-end, et de se sentir partie prenante de ce lieu historique. Quand on regarde de près ces maisons, bien souvent, la fenêtre du salon donne sur le château. La splendeur de la Wartburg semble rejaillir sur les habitants d'Eisenach. La petite ville s'épanouit au pied de la résidence princière. Plus le temps passe, et plus la haute silhouette de la forteresse prend valeur de symbole. La Wartburg incarnait une histoire allemande positive, plus apaisée. Elle faisait aussi honneur aux vertus chevaleresques. Et dans le même temps, elle restait intimement liée à la maison de Saxe-Weimar-Eisenach, dont elle était la résidence. Ces trois dimensions ont perduré jusqu'en 1918. La Première Guerre mondiale marque une profonde rupture. Dans l'agitation révolutionnaire qui secoue l'Allemagne à la fin du conflit, Guillaume Ernest, dernier grand-duc de Saxe-Weimar-Eisenach et propriétaire de la Wartburg, doit abdiquer en 1918. Que va devenir le patrimoine familial? L'éviction de la noblesse en 1918 a eu pour conséquence très concrète la création d'une fondation de la Wartburg. Un accord de partage a été signé entre le gouvernement de Thuringe et la maison de Saxe-Weimar-Eisenach. Il fallait déterminer ce qui revenait à l'État et ce qui restait la propriété privée de la famille. À l'époque déjà, la Wartburg possédait une valeur symbolique très forte. Les négociations ont donc été serrées. Le château était un bien privé, mais au vu de son caractère emblématique, il était légitime de prendre en compte l'intérêt du public. En définitive, il a été convenu de créer une fondation de droit public. Depuis 1922, celle-ci assure la préservation du château et des trésors qu'il renferme, et en garantit l'accès aux visiteurs. Les années 1920 sont fastes, d'un point de vue touristique. Après les horreurs de la guerre, le patrimoine médiéval paraît apaisant, à 1000 lieues du tumulte de l'actualité. Mais dès 1933, le nouveau pouvoir en place jette son dévolu sur le symbole national qu'est la Wartburg. La Wartburg a toujours été un enjeu idéologique. À chaque époque, les uns et les autres ont détourné la grande histoire à leur propre fin. À partir de la fin du XIXe siècle, des courants nationalistes se sont très nettement manifestés ici. Et la tendance s'est poursuivie sous le Troisième Reich. Le régime nazi place la Wartburg au centre de sa vision ethno-nationaliste de l'histoire. Il instrumentalise entre autres le séjour de Luther et ses textes antisémites. Le château devient le cadre de cérémonies et d'opérations de propagande. Il est exploité comme un lieu historique lié à Luther, berceau de la force, de la volonté et de l'intransigeance allemande. La Wartburg se fait Gralsburg, château du Graal.
C'est en 1938 que se produit l'épisode le plus flagrant d'appropriation du château par les nazis. La croix qui se trouvait en haut du donjon depuis 1859, en guise de symbole religieux écuménique, est enlevée et remplacée par une croix gammée. Elle était éclairée et d'autres illuminations étaient prévues. Mais il y a eu une levée de boucliers, d'autant que cette installation menaçait la stabilité de la tour. Au bout de 3 jours, elle a été démontée. En 1939, c'est encore à l'hôtel de la Wartburg que voit le jour un institut de désenjuivement de sinistre mémoire. Sa mission est d'éliminer toute influence juive de l'Église protestante, avec une Bible arienne, des cantiques désenjuivés et un catéchisme germano-chrétien. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le château ne fait guère parler de lui. La Wartburg a été très largement préservée pendant la guerre. Elle a bien essuyé quelques tirs, mais rien à voir avec le sort de certains bâtiments réduits en cendres. L'édifice survit ainsi au chapitre le plus sombre de l'histoire allemande. Après la séparation en deux du pays, il se retrouve sur le territoire de sa moitié est, la République démocratique allemande. Wenige Kilometer vom Kontrollpunkt Warta-Herleshausen entfernt kann der Interzonenreisende sie sehen. Die Wartburg bei Eisenach in Thüringen. Die Wartburg erwartet in diesem Jahr noch mehr Gäste, als sie es so schon gewohnt ist. Unsere Besucher werden den Eindruck vermittelt bekommen, dass unsere Deutsche Demokratische Republik all die fortschrittlichen Traditionen, die auch mit der Wartburg verbunden sind, zu ihrer eigenen Sache gemacht hat. Le château demeure un site touristique de premier ordre, mais son histoire est réinterprétée. Et son image mise au service du marketing. Wen lauert er auf am Fuße der historischen Wartburg? Den neuen Wartburg 1000. Ein Volltreffer. Wartburg, c'est aussi le nom du modèle de voiture haut de gamme produit dans les usines d'Eisenach. Pour la RDA, la Wartburg était un rempart essentiel dans le combat contre le capitalisme. Et Luther menait bien sûr la lutte des classes. Die Hochrufe der Eisenacher, sie gelten, wem auch sonst, Erich Honecker. Der Hohe Besuch ist nach Thüringen gereist, um als Ehrengast den Abschluss der Restaurierungsarbeiten an der Wartburg zu feiern, die seit mehr als 900 Jahren über der Stadt thront. Le président est-allemand profite de la restauration du château pour redorer sa propre image. Nous sommes en 1983 et la RDA a beaucoup investi dans la célébration de l'année Luther, qui bénéficie d'une couverture médiatique substantielle. Les travaux ont duré 5 ans. Erich Honecker est enchanté. Die Rekonstruktion der Wartburg und die Erneuerung ihrer Ausstellung verdeutlicht, dass es unser sozialistischer Staat der Arbeiter und Bauern als einer seiner vornehmsten Aufgaben betrachtet, das humanistische, fortschrittliche Erbe unseres Volkes sorgsam zu pflegen und zu fördern. La direction du parti ne parvient pas à récupérer la Wartburg pour en faire un lieu purement socialiste.
Au temps de la RDA, le château reste un lieu de mémoire qui fait rêver, car on peut apercevoir la RFA depuis ses remparts. Le 4 mai 1983, le Parti socialiste unifié donne le coup d'envoi des célébrations du 500e anniversaire de la naissance de Luther, un événement d'envergure internationale. La RDA s'est rendu compte que la quasi-totalité des sites liés à Martin Luther se trouvaient sur son territoire. Elle a donc voulu en profiter pour faire entrer des devises dans le pays. C'est comme ça que le gouvernement s'est rapproché des églises et a redécouvert le réformateur en quelque sorte. Un office télévisé est diffusé en direct de la Wartburg. Outre le clergé et les membres du parti, des personnalités de l'Ouest sont présentes. Im Namen des Lutherkomitees der evangelischen Kirchen in der Deutschen Demokratischen Republik grüße ich euch alle zum Gottesdienst auf der Wartburg. Il est organisé conjointement et diffusé dans toute l'Allemagne. Wir begrüßen die Zuschauer des Fernsehens der DDR, der Bundesrepublik Deutschland, der Republik Österreich und der Niederlande zu einer Direktübertragung. C'est le premier office religieux commun à toute l'Allemagne, la première manifestation de ce genre. Et elle est diffusée depuis la Wartburg. On peut y voir Richard von Weizsäcker, alors maire de Berlin, et d'autres personnalités de l'Est et de l'Ouest, qui envoient un premier signal d'unité depuis le château. Mais le rapprochement semble timide. L'heure est encore aux postures. Les jeunesses est-allemandes interprètent des chants pour la paix. Jusqu'à la fin, le château servira de cadre aux mises en scène du régime. La Wartburg n'a rien perdu de son importance. Une nouvelle vie a commencé pour elle après la réunification. En 1990, elle enregistre 760 000 visiteurs, un record. J'aurais du mal à citer un autre lieu qui a accueilli autant d'événements d'une telle importance, d'un point de vue culturel et politique. Die UNESCO hat die Wartburg bei Eisenach nun offiziell zum Weltkulturerbe erklärt. Grâce à son histoire et aux grands noms auxquels elle est associée, la Wartburg incarne des valeurs universelles et l'UNESCO l'a reconnue officiellement. Depuis 1999, le château idéal est protégé au titre de monument exceptionnel de l'époque féodale en Europe centrale. La Wartburg représente à la fois l'héritage de Sainte Élisabeth, les idées de Luther et l'aspiration à la liberté et à l'autodétermination. Et si ça n'en fait pas un monument digne d'être préservé, je ne sais pas ce qu'il faut. C'est un patrimoine précieux donné au monde, dont nous devons prendre soin. Si la Wartburg accueille parfois des sommets politiques, elle n'a rien d'un château de star. Ses portes sont ouvertes à tous, chaque jour de l'année. Avec près de 500 000 visiteurs par an, elle fait partie des sites touristiques les plus populaires d'Allemagne. La fondation de la Wartburg est financée par des dons et des subventions, ainsi que par les billets d'entrée. Chaque visiteur contribue ainsi à la préservation de ce joyau historique. Le lieu s'impose à vous. Tous ceux qui y sont allés vous le diront. La visite guidée balaie 1000 ans d'histoire en 45 minutes. Chacun en retiendra son épisode de prédilection. Des chevaliers aux révolutionnaires, de la sainte à l'hérétique. Décidément ancré dans son époque, le château se retrouve aussi en photo sur tous les réseaux sociaux.
Notre rôle est non pas d'éclairer, mais peut-être d'aiguiser le point de vue de nos visiteurs, d'élargir leur vision et de leur rappeler que sur ce long chemin qu'est l'histoire de l'humanité, le Moyen-Âge date de la semaine dernière. Nous en sommes tout proches, et dans 2500 ans, on nous mettra peut-être dans le même sac que l'époque médiévale. C'est un voyage dans le temps, dont on emportera une trace sous la forme d'une babiole, d'une Bible, d'un buste de Luther ou d'un casque de chevalier. Un concentré d'histoire, c'est ce qu'on veut offrir à nos visiteurs, si possible par beau temps comme aujourd'hui. La Wartburg est une invitation à la réflexion et au rêve. Elle évoque pêle-mêle la vie de cour, les œuvres saintes, la foi inébranlable, le pouvoir et la politique.